La Formule 1, c'est le rêve de beaucoup de pilotes. Peu d'entre eux y parviennent et encore moins s'y font une place. Ainsi, bien qu'ils aient atteint l'élite de la course automobile, certains sont oubliés. Vous l'avez compris, c'est un nouvel épisode de Pilotes oubliés, mais celui-ci est spécial. Spécial année 2010. Toujours difficile de choisir parmi les 890 pilotes engagés en championnat du monde et comme d'habitude, je vous invite à me faire des suggestions en commentaire. La dernière fois, nous avons fait un épisode spécial français. Aujourd'hui, on fait spécial année 2010. C'est récent et quelque part, c'est un défi. Du Grand Prix de Bahreïn 2010 au Grand Prix d'Abu Dhabi 2019, un total de 66 pilotes ont pris part à une manche du championnat du monde. Parmi eux, j'en ai sélectionné 3 et je dois dire que le choix était plus difficile qu'attendu. Car dans cette décennie, bien que toute récente, il y a plus d'oubliés qu'on pourrait le croire. En soi, j'en ai compté 8 éligibles, sachant qu'on a déjà parlé de Charles Pic. Bref, commençons. Qui se souvient de Max Chilton? En tout cas, on ne peut pas dire que son parcours en Formule 1 ait été remarquable. Pilote Marussia enfant de grille, il était le coéquipier de Jules Bianchi. Bref. Remontons le temps, le 21 avril 1991, date de naissance de Maximilian Alexander Chilton à Red Hill. Son père, Graham, est un homme d'affaires important au Royaume-Uni, et il a également un frère, Tom, de 6 ans son aîné, qui deviendra aussi pilote automobile. Max grandit dans la banlieue de Londres dans une famille aisée, et à l'âge de 10 ans, il commence le karting. Chilton suit un cursus tout à fait classique, il est bon derrière le volant et grimpe les échelons jusqu'en 2005 avec de bons résultats. Et c'est là qu'il dévie légèrement pour passer sur circuit automobile. Son frère, Tom, est un des animateurs du championnat de tourisme britannique, le BTCC, et le cadet va passer en T-Cars Championship, une formule de tourisme dans la lignée du BTCC. En soi, Max s'adapte bien car il prend la 3ème place du championnat d'automne et termine 2ème en 2006 dans le championnat régulier. Ça me fait un petit peu penser à Lando Norris qui est passé par la coupe Ginetta après le karting. Une préparation intéressante pour le pilote et pour Chilton, la monoplace, c'est en 2007. Direction le championnat de F3 britannique avec l'écurie Arena International Motorsport. Et ça ne se passe pas très bien. Sa première saison en monoplace n'est pas bonne et Max n'inscrit aucun point. Meilleur résultat, 11ème. Pas flatteur et une 2ème saison est nécessaire. En 2008, il change d'équipe et débarque chez Hi-Tech, écurie championne en titre et le Britannique arbore même le numéro 1. Et ça va bien mieux se passer. 2ème de la première course de l'année à Oulton Park, les entrées dans les points sont nombreuses pour Chilton qui prend même 2 pole positions. En cette saison, il croise des Brandon Hartley, Jaime Alguersuari, Marcus Ericsson ou encore Sergio Perez ou Oliver Hooks. De nouveau sur le podium à Rockingham, Max perd un peu de rythme en 2ème partie de saison et termine finalement 10ème avec 72 points. Pas mal, mais pas brillant, et en 2009, il retriple la F3 britannique. En 2009, son père fait partie des personnes rachetant l'écurie Carlin, il place donc son fils dans cette équipe. Il sera d'ailleurs coéquipier avec Daniel Ricciardo. Et enfin, Max s'affirme davantage. Jouant les premiers rôles sur la majeure partie des courses, l'Anglais prend 2 podiums en début de saison et décroche enfin la victoire en toute fin de championnat à Portimao. Ouais, enfin, il prend les points de la victoire, mais en réalité, il termine 3ème derrière Bianchi et Bird. Mais vu qu'ils sont rookies, ils ne sont pas comptabilisés au classement final. Par contre, à Brands Hatch, Chilton s'impose pour de vrai. Il se classe 4ème du championnat. It was a pretty perfect race to win. In Portugal, I felt like I didn't win properly. My aim was to do it this weekend, and I think we did that. I pulled a big gap after, I don't know, 3 or 4 laps. Had a safety car and then managed to do it again in style. So I'm so glad it built my confidence now. Après 3 saisons moyennes mais encourageantes sur la fin, Max Chilton fait le grand saut en 2010 et rejoint les rangs du GP2. Il rejoint l'écurie Ocean Racing Technology et comme on pouvait le craindre, il galère. Mais vraiment, l'adaptation est délicate et le Britannique n'entre que 2 fois dans les points à l'occasion du meeting de Monza. Bon, malgré tout, il boucle quasiment toutes les courses. Ouais bon, 25ème du championnat avec 3 points, c'est pas terrible. Bon, mettons ça sur le dos de l'écurie de Thiago Monteiro qui manque de moyens et tâchant d'être optimiste pour 2011, car il rejoint de nouveau Carlin. Et c'est mieux, c'est vrai. 3 entrées dans les points pour 4 unités au final et une 20ème place au classement. Bah, c'est mieux. Bon, clairement,
on comprend dans quelle catégorie se trouve Max Chilton, mais en 2012, il parvient à sauver sa carrière. Chilton. But Chilton's got pressure from Ericsson. Ericsson now gets through on Chilton, so it'll be Ericsson to have a go at Guido van der Garde. Looks one side, then the other. Toujours chez Carlin, l'Anglais a un déclic. Il va se placer en outsider intéressant sur toute la saison. Grimpant sur le podium à Sepang en ouverture de championnat, il squatte le top 8 et engrange des points. Malheureusement, sa deuxième partie de saison est un petit peu brouillonne, mais c'est à cette période qu'il décroche sa première victoire dans la catégorie, lors de la course principale à Budapest. Et à Singapour, il en prend une deuxième pour se classer finalement 4e du championnat. Pas mal, un sacré retour au premier plan après 2 saisons compliquées. Bon, clairement, Max Chilton n'est pas le crack de la décennie, mais avec sa 4e place en GP2, il est éligible à la super licence et son portefeuille rend son profil très intéressant pour les équipes en manque de moyens. C'est le cas de Marussia, écurie qui le couvre depuis le début de la saison. Après avoir découvert la Formule 1 en 2011 avec Force India, puis en 2012 à Silverstone durant les tests de jeunes pilotes, Max dispute la FP1 en fin de saison à Abu Dhabi, dans l'écurie qui deviendra la sienne en 2013. Aux côtés de Jules Bianchi, il est difficile d'espérer quoi que ce soit de sérieux avec une telle voiture. Le fossé est grand entre Marussia et le midfield, mais il faudra se défendre face à Caterham, écurie dans une situation similaire. Pour son tout premier Grand Prix en Australie, il se qualifie 20e, devant les voitures vertes, mais à 8 dixièmes de son équipier. En soi, ça va être ça pendant toute la saison. Parfois, il sera battu par Caterham, parfois, il les battra. Face à Jules Bianchi, Max est à la peine. Le Français est clairement au-dessus, mais l'Anglais parvient à le battre à 3 reprises en qualification. D'ailleurs, sa meilleure performance du samedi a lieu en Belgique avec une 16e position. Merci la pluie, et il parvient même à entrer en Q2 avec Bianchi. Bon, si la comparaison avec le Français n'est pas bonne, Max est tout de même propre et boucle tous les Grands Prix de la saison. Un cas unique pour un rookie. Reconduit pour la saison 2014, le constat est similaire face à Bianchi, même s'il faut tout de même relever que Chilton a progressé en termes de rythme pur. Mais ce n'est pas suffisant. À Monaco, Jules marque ses premiers points et au Canada, Max provoque un carambolage au départ. Sa série de 26 courses sans abandon s'arrête. La fin de saison est dans l'anonymat pour Chilton et Marussia, en sérieuse difficulté financière. Au Japon, Jules Bianchi est victime de son terrible accident qui l'emportera quelques mois plus tard, et Max est le seul représentant de l'écurie à Sochi, pour ce qui sera son 35e et dernier Grand Prix. Après 8 saisons en monoplace sans briller, la carrière de Chilton semble terminée, mais en 2015, il rebondit avec le programme LMP1 de Nissan. Bon, c'est un fiasco monumental, mais Chilton dispute au moins les 24 heures du Mans. Engagé sur la numéro 23 avec Olivier Pla et Yann Mardenborough, l'aventure s'arrête le dimanche après 234 tours bien difficiles. Puis le programme est jeté à la poubelle, et la carrière de Chilton en endurance n'ira pas plus loin. Heureusement, en 2015, l'Anglais a migré aux États-Unis dans l'antichambre de l'IndyCar, l'Indy Lights. C'est là où il se relance avec une saison solide, 6 podiums dont une victoire dans l'Iowa pour un top 5 au championnat. Sa victoire est d'ailleurs assez particulière car elle arrive le lendemain du décès de Jules Bianchi, et Max la dédie naturellement aux Français. Voilà une bonne saison qui le propulse en IndyCar dès 2016, et pas n'importe où, puisqu'il rejoint le Chip Ganassi. Mais ça va être cauchemardesque. Max manque cruellement de rythme, même s'il parvient à prendre le meilleur tour à Road Atlanta, mais globalement, il est transparent. Deuxième chance en 2017, et ce n'est guère meilleur, à l'exception de l'Indy 500. Quitte à se montrer, autant le faire dans l'Indiana. Pour la 101e édition des 500 miles, l'Anglais se montre et termine 4e en étant le pilote ayant mené le plus de tours. Pas mal, mais il ne confirmera pas par la suite et retrouve sa place dans le ventre mou. Cela dit, il termine tout de même 11e du championnat entre Tony Kanaan et Marco Andretti. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour une équipe comme le Chip Ganassi, et vous savez où se retrouve Chilton en 2018 ? Chez Carlin qui débarque en IndyCar. Bon, le manque d'expérience de la structure britannique se fera sentir, et les deux pilotes que sont Chilton et Kimball sont aux abonnés absents. Une énième saison difficile pour Max. Les saisons se suivent et se ressemblent pour Chilton qui poursuit avec Carlin jusqu'en 2021, sans résultat notable. En fin de saison 2021, il annonce son retrait de l'IndyCar et sa dernière apparition de marque derrière le volant se passe en 2022 à bord d'un bolide tout particulier, la McMurtry Sperling. Max bat le record de Goodwood avec cet engin.
S'il fait quelques apparitions avec cette voiture ou encore dans des bolides historiques, Max raccroche le casque pour se reconvertir dans les affaires dans sa région natale. Carrière assez difficile pour Max Chilton, capable de coups d'éclat, mais aucun fait notable en Formule 1. Oui, à part son record de tous les grands prix bouclés pour sa première saison en Formule 1. C'est pas mal. Pilote suivant. Jérôme D'Ambrosio a beau être un pilote discret, sa carrière était plus étincelante que celle de Chilton. En revanche, son passage en Formule 1 était délicat, mais c'est surtout à cause de sa voiture. Né à Bruxelles le 27 décembre 1985, Jérôme D'Ambrosio débute sa carrière, je vous le donne en mille, par le karting. Bon, il faut savoir que la Belgique et plus généralement le Benelux est quand même bien réputé dans ce milieu. En 1995, il débute sa carrière et remporte 3 fois le championnat de Belgique, ce qui confirme qu'il a du potentiel. Le saut en monoplace a lieu en 2003 où Jérôme D'Ambrosio débarque en Formule Renault 1.6 dans le championnat belge. En gros, la F4. Le tout dans l'écurie de Thierry Boutsen et il remporte le titre avec un total de 5 victoires. Première année validée, direction le championnat de France de 2 litres. Avec le Graf Racing, Jérôme se glisse parmi les outsiders et prend 2 podiums. 2 3e places à Dijon. Régulier, très souvent 4e, D'Ambrosio clôt la saison au 4e rang devant des Laurent Gropi, Simon Pagenaud ou Romain Grosjean. Pas mal, c'est correct. En 2004, il dispute également quelques courses en championnat européen, mais c'est plus compliqué. En 2005, il poursuit en 2 litres, mais traverse les Alpes. Dans le championnat italien, le Bruxellois confirme avec plusieurs podiums et une victoire à Varano pour, encore, terminer 4e du championnat. Après 3 saisons, on peut dire que Jérôme est un bon pilote, solide et régulier. S'il n'est pas le plus étincelant, il mérite sa place dans les échelons supérieurs. Mais en 2006, ses choix de carrière diffèrent légèrement parce qu'il rejoint l'AutoGP, qui était le championnat de F3000 italien. Comment dire ? À l'image de la Formule Renault, la F3000 se divisait en plusieurs championnats dont le principal fut pendant longtemps le championnat international. Pas surprenant, mais à l'aube des années 2000, ce dernier a perdu de sa superbe au point qu'il fut remplacé par le GP2 en 2005. Cela dit, en parallèle, le championnat italien de F3000 prenait de l'ampleur au point de devenir la référence de la catégorie, mais avec le GP2 et la Formule Renault 3.5, il ne s'inscrivait plus directement dans la lignée de la Formule 1. En fait, en 2006, Jérôme débute en 3.5, mais après une première partie de saison délicate, il a migré vers la F3000. C'est le début d'une période creuse et même piégeuse pour le Belge. Bon, en une moitié de saison en AutoGP, il parvient à prendre la 5e place du championnat avant de partir en Formula Master en 2007. Encore un championnat un petit peu bâtard là aussi et qui n'a pas duré très longtemps. Mais en gros, il se plaçait entre la F3 et les antichambres qui étaient le GP2 et la Formule Renault 3.5. Et c'est là que Jérôme D'Ambrosio se relance puisqu'il devient la référence, prenant 5 victoires et le titre assez aisément. Ainsi, Jérôme réintègre la lignée directe de la F1 avec le GP2. Avec Dams, la saison du Belge est difficile, mais il domine tout de même son équipier Kamui Kobayashi. Peut-être un manque de performance dû à l'équipe française, mais en fin de championnat, ça va mieux, et Jérôme mène la course sprint à Spa. Mais dans le dernier tour, Pastor Maldonado lui enlève un succès à domicile. Cruel. Bon, durant l'intersaison 2008-2009, il participe au championnat asiatique de GP2. Un championnat hivernal où Jérôme prend le titre de vice-champion derrière Kobayashi. Toujours avec Dams en 2009, il reprend l'ascendant sur le japonais et démarre fort le championnat puisqu'il prend 3 podiums en 4 courses. Malheureusement, il s'effondre par la suite et tombe dans l'anonymat du midfield. Ce manque de performance pourrait balayer ses espoirs et 2010 est une année cruciale. Et vous savez quoi ? C'est similaire. Similaire car la plupart du temps, il joue hors du top 10, mais Jérôme remporte la course sprint de Monaco. Ouais, mais bon, au championnat, il n'est que 12e, c'est un petit peu léger. Et pourtant, en 2010, il effectue ses premiers roulages en Formule 1. Soutenu par la structure Gravity depuis 2004, nouveau propriétaire de Renault, il sera l'un des pilotes essayeurs, mais surtout, il devient réserviste chez Virgin. Il dispute même 4 FP1 durant l'année. Et vous savez quoi ? Bah, c'est pas mal. Ses chronos sont bons, aussi bons que ceux de Luca Di Grassi, titulaire. À la lutte face à Guido van der Garde pour le baquet du Brésilien en 2011, le Belge est officialisé à quelques jours de ses 25 ans. Surprenant au vu de ses résultats en formule de promotion, mais soit, laissons-lui une chance. Il devient d'ailleurs le premier pilote belge en F1 depuis Philippe Adams chez Lotus en 1994. Mais bon, comme pour Chilton, il sera difficile de le juger dans une telle voiture. Cela dit, à ses côtés, c'est Timo Glock. Pilote solide et rapide et face à l'Allemand, le Belge se maintient.
Timo a cependant l'avantage, mais Jérôme s'accroche et n'est jamais dominé. Mais c'est clairement insuffisant. Virgin n'est pas du tout une bonne voiture et son meilleur résultat est une 14e place lors de sa première course dans l'élite. 14e et dernier. En fin de saison, Jérôme est remercié et remplacé par Charles Pic. Alors, le Bruxellois retrouve l'écurie d'Enston en tant que 3e pilote. Plusieurs FP1 prévus au programme, mais la Lotus est plus performante que prévu. Alors, Eric Boulier privilégie Raikkonen et Grosjean. Tant pis pour D'Ambrosio qui se contente de roulage promotionnel. En revanche, il aura une dernière chance à Monza car Grosjean est suspendu d'un Grand Prix après le carambolage de Spa. D'Ambrosio dispute ainsi son 20e et dernier Grand Prix de Formule 1. Qualifié 16e, il subit des problèmes de KERS tout au long de la course qui l'achève à la 13e place. Conservé une année de plus en tant que 3e pilote en 2013, il n'apparaît plus lors de séances officielles et quand Raikkonen quitte prématurément l'écurie en fin de saison, c'est Heikki Kovalainen qui est appelé derrière le volant. Remplacé de nouveau par Charles Pic, son passage en F1 s'arrête là, du moins derrière le volant. Après un passage en Blancpain sur une Bentley Continental en 2014, Jérôme entame un nouveau chapitre avec la Formula I chez Dragon Racing. Un chapitre qui va plutôt bien lui réussir. Présent au lancement du championnat, Jérôme fait partie des pilotes importants de la catégorie. Un pilier même, et il retrouve de la performance. Jouant les premiers rôles, bon outsider, il retrouve la plus haute marge du podium lors de l'E-Prix de Berlin. Bon, en réalité, il a terminé 2e derrière Di Grassi, mais le Brésilien a été disqualifié. Il confirme en fin de saison à Londres et prend 2 deuxièmes places. 4e du championnat, seul pilote à boucler l'intégralité des courses, vice-champion avec son équipe. Clairement, c'est une belle reconversion pour le Belge. Toujours là pour la saison 2015-2016, Jérôme tient sa place et remporte cette fois-ci sa première vraie victoire dans la catégorie. Vainqueur de l'E-Prix de Mexico. Et non, toujours pas, Di Grassi avait gagné mais a encore été disqualifié. Ouais, ça tue. Bon, 5e de la saison, encore dans les bons coups, c'est solide pour D'Ambrosio. Malheureusement, ça s'effondre lors des 2 saisons suivantes. Dragon noue de mauvais partenariats et ça plombe les performances de l'équipe. Adieu le haut de grille, les entrées dans les points sont rares et en 2 saisons, ces dernières avec Dragon, D'Ambrosio ne prend qu'un podium. Alors, il rejoint Mahindra pour la 5e saison du championnat et il se relance immédiatement. En effet, dès la première course à Diriyah, Jérôme prend la 3e place et il confirme à Marrakech en prenant la victoire. Sa 3e dans la catégorie, mais cette fois-ci, c'est pour de vrai. Personne n'a été disqualifié devant lui et le Belge peut savourer. Et il savoure, écoutez. Calme-toi, Jérôme, calme-toi. Sa saison sera tout de même compliquée avec une 2e moitié à oublier, mais est encore présent en 2019-2020. Les difficultés s'enchaînent et Jérôme ne monte sur aucun podium. Alors, au terme de la saison, le Belge annonce mettre un terme à sa carrière de pilote. Sa reconversion est toute trouvée puisqu'il passe de l'autre côté du muret. Il rejoint dès la saison suivante l'écurie Venturi en tant que directeur adjoint aux côtés de Suzy Wolff. Puis, en 2023, il prend les rênes de l'écurie et l'amènera au titre de vice-champion en 2022 avec Luca Di Grassi et Eduardo Mortara, la meilleure campagne du team. C'est alors qu'il retrouve les paddocks de Formule 1. Après avoir épaulé Suzy Wolff, c'est désormais avec Toto que Jérôme fait équipe, responsable du développement des pilotes. Et après une saison dans le garage des grilles, D'Ambrosio a été recruté par Ferrari pour prendre la tête du FDA, la filière jeune pilote du cheval cabré. Pas mal les reconversions de D'Ambrosio. Dernier pilote de notre vidéo, Antonio Giovinazzi. Est-il si oublié que ça? Peut-être. Il faut dire que sa transparence durant son passage en F1 ne joue pas en sa faveur, mais sa situation actuelle est plutôt enviable. Reprenons. Antonio Maria Giovinazzi est né le 14 décembre 1993 à Martina Franca. Contrairement à la plupart des pilotes italiens, Antonio ne vient pas du nord du pays, mais du sud. Et il débute sa carrière en 2000, année où la Scuderia retrouve les sommets. Et Antonio n'est pas insensible à la Scuderia, croyez bien. Durant les années 2000, Giovinazzi grimpe les échelons du karting avec de très bons résultats, ce qui lui vaut le soutien de KFC Indonésie, au même titre que Sean Gelael par exemple. Talentueux, il remporte 2 années de suite le FSK Supermaster Series, compétition internationale de karting que Verstappen remportera en 2013. C'est ainsi qu'en 2012, Antonio découvre la monoplace. Grâce au soutien du colonel, l'Italien s'exile en Asie, en championnat chinois de F4 pour se faire la main. 6 victoires et le titre, c'est ce qu'on attendait de lui. En 2013, il fait son retour en Europe en F3. Et là,
Antonio va marquer le pas. Engagé sur deux fronts, F3 européenne et F3 britannique, ses résultats sont très hétérogènes. Outre-Manche, l'Italien s'en sort bien et termine deuxième du championnat avec 2 victoires derrière Jordan King. Mais dans le championnat européen, très relevé, il est inexistant. Antonio peine à entrer dans les points et clôt la saison à la 17e position. Mais si on regarde les résultats en détail, on note une progression en fin de championnat, et en 2014, il est plus dans le match. Désormais avec Carlin, Antonio confirme et se montre bien plus performant. Deuxième en course 2 à Hockenheim, il remporte sa première course Red Bull Ring et confirme au Nürburgring. Dans une saison qui voit Verstappen et Ocon se battre pour le titre, Giovinazzi termine 6ème derrière Antonio Focco et devant Jordan King. Sa progression se poursuit en 2015. Toujours avec Carlin, il se frotte désormais à des Leclerc, Russell, Albon ou Rosenqvist, et si le Suédois domine le championnat, l'Italien est son dauphin. Victorieux à 6 reprises, Antonio confirme avoir un bon coup de volant et devient vice-champion de F3 européenne tout en prenant la victoire lors des Masters de Zandvoort. Course référence. Direction le GP2 Series, et son adaptation sera bien plus rapide qu'en F3. Toujours soutenu par KFC Indonésie, Giovinazzi évolue avec Prema aux côtés de Pierre Gasly. Et les deux pilotes dominent le championnat et luttent pour le titre. Bon, les débuts sont tout de même compliqués. 18ème en course 1, il s'accroche avec Gelael en course 2, un crash assez spectaculaire. Mais à Bakou, Giovinazzi lance sa saison de la meilleure des façons en remportant les 2 courses. Emballé, pesé. Dès lors, il s'affirme sur les devants de la grille et retrouve la victoire à Spa, à Monza et à Sepang. Toujours en lice pour la couronne à Yas Marina, il doit cependant s'incliner face à son équipier, mais termine vice-champion. Pas mal, mais pas assez pour obtenir un volant de titulaire en F1 en 2017. Mais bon, il devient 3ème pilote pour la Scuderia Ferrari, et sa chance va arriver plus tôt que prévu. En effet, durant l'hiver, Pascal Wehrlein, nouveau titulaire chez Sauber, se blesse à la course des champions. Forfait pour les 2 premiers Grands Prix de la saison, Giovinazzi devient pilote de Formule 1 dans l'écurie suisse. Le premier Italien en départ depuis 2011 avec Vittorio Liuzzi et Jarno Trulli. Et il faut dire que ça se passe plutôt bien. La Sauber n'est pas la plus performante des voitures, loin de là, mais Antonio réalise un week-end propre en Australie. 16ème en qualification, juste derrière son équipier Ericsson, il boucle une course sans histoire pour terminer 12ème, devançant Stoffel Van Dorn. Par sa propreté, Giovinazzi impressionne et devient une carte d'avenir. Malheureusement, en Chine, c'est plus compliqué avec 2 crashs dans le dernier virage. Voilà qui détériore la bonne impression laissée à Melbourne, et il faudra attendre pour le revoir en Formule 1. En attendant, Antonio enchaîne avec son rôle de réserviste pour Ferrari, ce qui lui permet d'effectuer plusieurs FP1 avec Haas durant l'année 2017 et avec Sauber en 2018. Notons qu'en plus de la monoplace, Giovinazzi s'est essayé à d'autres catégories. En DTM en 2015 lors de la manche à Moscou, mais c'est un désastre. 19ème et 21ème. Ouais, c'est mieux de parler de ces 2 piges en ALMS durant l'intersaison 2015-2016. Avec son compagnon de sponsor Gelael, il remporte les 2 courses auxquelles il participe, Buriram et Sepang. En 2016, on le retrouve encore en LMP2 en ELMS et même en championnat du monde d'endurance pour Fuji et Shanghai. Et en 2018, l'Italien découvre les 24 heures du Mans avec Ferrari en GTE Pro, en compagnie de Tony Villander et Pippo Derani. Et en soi, sa performance est correcte, au point même d'être la meilleure Ferrari à l'arrivée. 20ème au général, 5ème de la catégorie. Mais après une saison 2018 à surtout regarder les autres piloter, Giovinazzi devient titulaire chez Sauber en 2019. Sauber qui devient Alfa Romeo, et c'est aussi un petit peu grâce au soutien de Ferrari. Mais ce n'est pas volé non plus. Giovinazzi est un bon pilote, il le montre depuis des années, et il mérite sa chance en Formule 1. Puis, aux côtés de Kimi Räikkönen, il aura une référence solide. Ses débuts en tant que titulaire sont un petit peu difficiles. La voiture est plutôt performante, mais Antonio n'a pas encore les armes pour s'en servir. Manquant d'expérience, il est dominé par Kimi Räikkönen. Mais petit à petit, Giovinazzi trouve du rythme. Première Q3 en France et une magnifique 7ème place en qualification en Autriche. Le dimanche, il prend son tout premier point en Formule 1. Et ça lui coûte une mèche de cheveux. Le premier point d'un pilote italien depuis Liuzzi en Corée en 2010. Malheureusement, Antonio manque de solidité et sa sortie de piste à Spa dans l'avant-dernier tour lui coûte très cher. Il était 9ème. Relativement transparent, la première saison de l'Italien en Formule 1 est plutôt encourageante et il est conservé pour 2020. Puis, il finit en beauté au Brésil lors d'une course folle, 6ème à l'arrivée derrière son équipier, puis 5ème sur tapis vert après la pénalité d'Hamilton. Son meilleur résultat en Formule 1.
Et alors qu'on pouvait le voir passer un cap en 2020, il est malheureusement victime de son matériel. Et ouais, en 2020, les moteurs Ferrari sont à la ramasse et Alfa Romeo en souffre. Pourtant, lors d'une première course en Autriche agitée, Giovinazzi se montre opportuniste et prend la 9e place. Beau résultat dans une saison vraiment difficile. Les Alfa Romeo sont loin et les deux pilotes n'inscrivent que 4 points chacun. Difficile, mais Giovinazzi s'est montré généralement à la hauteur de son équipier champion du monde. Si Raikkonen était capable d'aller plus haut, l'Italien répondait présent et battait quelquefois le Finlandais. Il manque de régularité et sa place est menacée par les jeunes et surtout par Mick Schumacher. Heureusement pour lui, l'Allemand signe chez Haas et l'Italien est conservé. 2021 fait donc office de dernière chance et la voiture fonctionne un petit peu mieux. Encore une fois, Antonio se montre capable de battre Raikkonen mais globalement, il est en dessous. En dessous d'un pilote en fin de carrière et relativement démotivé, ça ne plaide pas en la faveur de Giovinazzi, totalement transparent. Si, quelquefois, il montre qu'il est capable de bonnes choses. 10e à Monaco et 2 7e places en qualif entre Zandvoort et Monza, mais il retombe aussitôt dans l'anonymat. En 2021, il n'inscrit que 3 points contre 10 pour Raikkonen. Battu à 3 reprises par son équipier, il dispute à Abu Dhabi son 62e et dernier Grand Prix de Formule 1 et porte un casque hommage à son illustre coéquipier, vivant lui aussi, son ultime week-end dans l'élite. Et ça se passe mal pour les deux, double abandon, le seul de Giovinazzi durant cette saison 2021, mais bon, ça s'arrête là. Il y avait toujours un espoir de le revoir en 2023 chez Haas, et Giovinazzi a participé à 2 FP1 durant l'année 2022. Et ça s'est mal passé avec notamment un accident à Austin. Voilà qui balaie les derniers doutes, et la suite de sa carrière doit s'écrire ailleurs. Direction la Formula E. Bon, m'en voulez pas, on va faire ça vite. Il rejoint Dragon Penske, mais c'est une catastrophe. Giovinazzi est totalement dépassé et ne comprend pas la catégorie. Une saison très gênante avec aucun point de marqué. Meilleur résultat, 16e. Ouais, difficile. Mieux vaut parler du chapitre actuel, l'hypercar. En 2023, Antonio Giovinazzi devient pilote de pointe de Ferrari en rejoignant le programme de la 499P. Une chance pour l'Italien qui se retrouve aux côtés de 2 références de l'endurance, Alessandro Pierguidi et James Calado. Cela dit, les performances des Rouges sont assez aléatoires en 2023. Face à Toyota, il manque cruellement de régularité malgré de bonnes performances en qualification, mais à Spa, Giovinazzi retrouve le chemin des podiums avec une 3e place encourageante en vue des 24 heures du Mans. Pour l'édition de centenaire, la voiture se montre très véloce et si la numéro 50, l'autre équipage, prend la pole position, la 51 de Giovinazzi est en 2e place et joue la victoire dans une édition historique. Face à la Toyota numéro 8, le trio Ferrari s'impose et Antonio Giovinazzi remporte les 24 heures du Mans. Un moment à part dans sa carrière qui confirme sa bonne reconversion. S'il réalise un beau travail au sein de cet équipage, la voiture de Giovinazzi, Calado, Pierguidi a tout de même tendance à se retrouver dans de fâcheuses situations, spécialement en 2024. Des occasions manquées et pas mal de contacts. Mais bon, la vitesse est là, peut-être un ton en dessous de la 50, mais elle est là et Giovinazzi retrouve le podium au Mans. Cette fois-ci, 3e. Et la saison 2025 a bien débuté avec une nouvelle 3e place lors de la manche d'ouverture au Qatar. Ce pourrait être l'année Ferrari, et Giovinazzi pourrait être un acteur majeur d'une saison historique pour le cheval cabré en endurance. On en est donc là. J'espère que ce 4e opus de Pilote oublié vous a plu. Vous savez quoi faire sur la plateforme. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup, mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Des bisous.